Donc dans cette seconde vidéo, nous allons parler de polarisation, mais commençons par des petites simulations pour essayer de bien fixer ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Donc ici, je vous ai tracé à 3 dimensions donc les points représentatifs des deux champs qui se propagent donc le long de l'axe vert. Donc ça veut dire qu'en chaque point, par exemple en ce point-là, eh bien, le champ électrique correspond au point rouge, donc ici perpendiculairement à l'axe vert, et donc le champ magnétique correspond donc au point vert en face de ce point. Donc d'ailleurs, je vous ai tracé explicitement, donc avec des flèches, le champ électrique et le champ magnétique, mais uniquement en ce point-là, pour pas que tout se mélange. Donc ici, on a fait pause, donc on a une représentation spatiale, et donc je vais lancer le temps pour voir ce qui se passe. Donc ici, on voit que le champ électrique n'est que dans la direction verticale. On voit bien que le champ électrique oscille donc dans une direction qui est perpendiculaire à la direction de propagation qui est la direction verte. Et puis on voit que le champ magnétique, lui aussi, oscille dans une direction perpendiculaire à la direction verte, et on a bien le champ électrique et le champ magnétique qui sont perpendiculaires à chaque instant l'un par rapport à l'autre, et toujours vous avez le champ magnétique qui est à plus pi sur 2 par rapport au champ électrique. Donc on a à chaque instant le trièdre direct qui est vérifié. Et ça serait vrai en tout point. Voilà, donc remarquons qu'ici, on a une oscillation en ce point, c'est-à-dire que c'est comme si on plaçait un capteur ici, ou un surfeur pour une vague, donc il reste au même endroit, puis il subit la vague qui lui passe dessus, et donc on a ici une variation sinusoïdale en fonction du temps, avec donc ici l'espace qui est fixé. Donc le Z ici de ce point est fixé, et on a donc ici le champ électrique et le champ magnétique qui varient sinusoïdalement par rapport au temps, parce que du coup on a cos oméga t moins kz, mais vu que Z est fixé, on a juste un cos oméga t plus phi. Voilà, et dernière chose, on a donc B et E qui sont en phase, c'est-à-dire lorsque E est max, B est aussi max, lorsque l'un est nul, pardon, les autres sont nuls. Voilà donc une première simulation, encore une fois, assez dépouillée. Alors, il y en a une seconde qui est un poil plus riche pour bien se figurer qu'on a du coup une onde plane. Donc ce que j'ai fait simplement, c'est que je n'ai plus représenté B, mais par contre j'ai représenté le champ au niveau d'un échantillonnage de points. Alors lançons et regardons ce qui se passe. Alors là j'ai mon ordinateur qui va avoir du mal, parce qu'il y a la prise de la vidéo et le calcul de tout. Donc, alors, n'hésitez pas à vous amuser vous-même avec ça. Donc en fait j'ai pris, hop, donc j'ai pris un ensemble de points M à 3 altitudes différentes, à 3 Z différents. Donc les altitudes ici c'est X, la propagation c'est toujours Z, et donc ici on a Y. Alors, donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a bien affaire à une onde plane. Parce que regardez là, c'est 15 points à gauche appartiennent au même plan Z égale constante, et on a bien à chaque instant le champ électrique en chacun de ces points qui est le même. Donc au niveau de ce plan, on a bien le champ qui est le même partout. Et au niveau du plan d'après, de mon échantillonnage, c'est la même chose. À chaque instant, en tout point de ce plan Z égale à 0, les champs sont les mêmes. Donc on a bien là 2 fronts d'onde différents, et puis un troisième qui est représenté. Donc il faut vraiment ne pas voir qu'il n'y a que l'onde qui se propage au milieu, non, c'est bien l'onde qui se propage dans tout l'espace, et ici c'est une onde plane. Donc j'ai pris des plans qui correspondent à une longueur d'onde et demie, et du coup c'est pour ça que, en temporel,
ces champs sont séparés de pi, ils sont en opposition de phase. Parce qu'ils sont séparés, non pas d'un nombre entier de fois la longueur d'onde, mais entier de fois la longueur d'onde, plus une moitié. Et donc, même chose ici. D'ailleurs, en parlant de longueur d'onde, on peut peut-être vérifier quand même, parce que ça fait pas de mal. Donc ici, je choisis une longueur d'onde de 2 mètres. La longueur d'onde, donc c'est la période spatiale. Donc pour voir les caractéristiques spatiales, pardon, je fais pause, comme ça j'ai juste un graphique en spatial. Et donc, hop, je peux regarder par exemple par au-dessus. On ne voit pas bien. Donc il faut mesurer entre, voilà, donc entre là et là. Disons entre là et là, on a bien 2 mètres. Donc 2 mètres, c'est bien la longueur d'onde. Maintenant, j'ai pris une période temporelle de 1 seconde. Donc, je me place à 0. Donc à 0, ici, on a un max dans ce plan-là. Donc, regardons l'onde qui avance. Et on voit que, tac, le moment où on a à nouveau un max dans ce plan, z égale à 0, eh bien, c'est t égale à 1 seconde. Donc on retrouve bien le fait que quand on est en un certain point, eh bien, si j'attends 1 seconde, eh bien, je retrouve la même valeur du champ dans tout le plan. Donc c'est bien la période temporelle. Donc ici j'ai une vitesse de l'onde qui est de 2 mètres par seconde. Pourquoi? Parce que là je suis à t égale à 0, donc là j'ai un max en z égale à 0. Le prochain max il est en z égale moins 2 puisque la longueur d'onde c'est 2 mètres. Et du coup, eh bien, ce max a 2 mètres à parcourir pour venir prendre la place de ce max-là. Du coup, combien de temps il met? Eh bien, il met 1 seconde. Donc en 1 seconde, l'onde aura parcouru 2 mètres, donc sa célérité, c'est bien 2 mètres par seconde. Alors ici, vous remarquerez que j'ai mis un petit vecteur, et si vous le regardez, lui, il ne change pas. Donc je l'ai tracé parce que je voulais bien que vous vous rendiez compte que lorsque l'onde se propage, l'onde ne se déforme pas, l'onde plane monochromatique. En fait, ce qui fait que ça oscille comme ça, c'est parce que l'onde se déplace, et du coup, pour un capteur qui reste à un endroit fixe, eh bien, il voit l'onde qui lui passe dessus. Mais si vous vous déplacez en même temps que l'onde, eh bien, il n'y a rien qui change. Le champ à un endroit en un instant, si vous vous déplacez en même temps que lui, bah, le champ reste lui-même. Donc c'est bien le passage de l'onde qui provoque cette oscillation en un point. Voilà, donc ça c'était à nouveau pour bien fixer les idées. Donc on a bien ici donc une onde plane, dont la direction de propagation c'est ici z, et le champ électrique est dirigé en tout point, à chaque instant partout, selon ici x. Donc c'est vertical. Voilà. Alors dernière simulation, donc la plus complète. Hop. Alors là, mon ordi va vraiment avoir du mal, je pense. Effectivement, il a bugué. Hop. Donc, je vais réouvrir. Alors, c'était celui-là. Donc, dans cette simulation, alors je vais expliquer là ce qui se passe. Hein. Donc, déjà, j'ai à nouveau pris un échantillon de point M, toujours pour bien se représenter qu'on a une onde plane, pas simplement quelque chose qui se déplace le long d'un fil, bien l'ensemble. Donc, vous remarquerez que j'ai toujours pris un échantillonnage de point M, mais uniquement en z égale à 0, donc dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde, et donc dans le plan central. Donc même principe, ensuite j'ai tracé uniquement par contre pour les points de l'axe Z
le champ électrique donc à l'instant t correspondant. Donc, par exemple, en ce point-là, le champ électrique à l'instant t, il est comme ceci. En ce point-là, le champ électrique, il est comme ceci. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ces formes-là. Alors, la grosse différence avec la simu précédente, c'est que j'autorise le champ électrique d'être également dans la deuxième direction transversale. Alors ici, pour des raisons de vision 3D, j'ai été obligé de prendre la direction de propagation selon x, parce que je n'arrivais pas sinon à bien orienter la caméra. Donc ça veut dire que ici, la flèche rouge, ça c'est x, et c'est la direction de propagation. Et donc on a y qui est la verte et z qui est la bleue. Donc ça veut dire que le champ électrique et le champ magnétique, eh bien, ils sont forcément dans le plan YZ. Par contre, quelle est la direction dans ce plan? Ça, on ne le sait pas a priori. Et donc, ici, j'ai autorisé le champ électrique d'avoir et une composante selon Y et une composante selon Z. Mais vu qu'on a une onde plane monochromatique, eh bien, si je reviens à ce qu'on a écrit au début, eh bien, les deux composantes sont sinusoïdales. Ici. Donc si j'écris en réel, les deux sont avec un cosinus. Mais pas forcément un cosinus avec la même phase à l'origine. Alors ça paraît vraiment bizarre, mais on va regarder ce que ça donne et on va essayer de comprendre comment c'est possible. Donc regardez, ici j'ai les deux composantes du champ électrique qui sont en cos, enfin en oméga t moins kx ici, puisque x est la direction de propagation, mais il y a une différence de phase entre les deux. Ensuite, j'ai comme paramètre les amplitudes de chaque composante et donc le fameux déphasage entre ces deux composantes. Et donc on va regarder quel est du coup le résultat sur le champ vectoriel, champ électrique. Parce que donc ça, ce sont uniquement les composantes. Mais le vrai champ qui se propage, c'est le champ électrique. C'est pas juste une composante ou l'autre. Ce sont les deux composantes qui forment le champ électrique. Alors, commençons par choisir une composante selon y qui est forcément nulle. Enfin, qui est forcément que je prends nulle. Et une composante selon z d'amplitude 1. Bah, finalement, ça revient à la simu de tout à l'heure. On a un champ électrique qui est que selon z. Encore une fois, ici, z, c'est pas la direction de propagation. La direction de propagation, c'est x. Donc du coup, bah, si je fais aller le temps, il est où le temps? Le temps, il est là, hop. Bon bah voilà, donc j'obtiens ce que j'ai obtenu tout à l'heure avec uniquement des points M donc dans ce plan-là. Donc là, rien d'extraordinaire. Maintenant, si je fais le contraire, si je prends une amplitude de champ selon Z nulle et une amplitude de champ selon Y non nulle. Bon, voilà, rien d'extraordinaire. Simplement, je dis le champ électrique est selon Y. Il est toujours bien transversal, puisqu'il est perpendiculaire à la direction de propagation. Et donc, voilà, l'onde, elle avance, et puis en chaque point, hein, ça fait quelque chose de sinusoïdal. Bon. À nouveau, rien d'extraordinaire. Maintenant, eh bien, supposons qu'il n'y ait pas qu'une des deux composantes qui soit non nulle, mais qu'il y ait les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre à peu près, je vais les prendre de la même taille pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire qu'il y a une composante selon Z, une composante selon Y, et que les deux se propagent. Eh bien, le résultat, il est là. Parce que donc le résultat, c'est la somme des deux.
puisque le vecteur champ électrique, c'est la somme des deux composantes. Et bien voilà ce qui se passe. Alors on va pas le démontrer, on va juste l'observer. Je me suis embêté à faire cette simulation, donc on va l'observer, on va faire oh. Alors n'hésitez pas à la triturer comme vous voulez. Donc en bleu vous avez la composante EZ, en vert vous avez la composante EY, et en rouge donc c'est le vecteur champ électrique résultant, la somme des deux. Et bien regardez ce qui se passe. Vous avez le champ électrique qui forme une espèce de spirale. Et du coup, si on regarde le champ électrique, alors je ne vais pas mettre celui qui s'avance. Je ne vais pas mettre pour l'instant lui. Hop, voilà. Donc j'essaie de bien me mettre en face. Bon, ça c'est pas très grave. Hop, je vais zoomer un peu si je peux. Ouais. Donc je suis pas parfaitement en face, donc c'est pas très grave. Donc regardez ce qui se passe. Donc on a la composante selon Z qui varie sinusoïdalement, puisque là donc je l'ai passé au centre, donc en un point fixe, et la composante selon Y, pareil, varie sinusoïdalement. Mais les deux ne sont pas en phase. Et regardez le résultat, ça fait que le champ électrique en ce point, eh bien, ne garde pas la même direction. Donc c'est assez fou, mais le déphasage entre les deux composantes fait que eh bien, le champ électrique a tendance à tourner. Alors ici, il tourne, et quand on regarde un peu la figure que ça fait, eh bien, ça fait une ellipse quand on regarde l'onde qui vient d'en face. Donc quand on regarde en 3D, ça fait une espèce de spirale. Encore une fois, hein, regardez par vous-même avec votre vision 3D. Mais si on regarde en face, ça fait une ellipse. Alors amusons-nous à changer le déphasage. Il faut retrouver où il est. Il est là. Alors j'augmente le déphasage. Bon bah j'ai toujours une ellipse ici, mais dans l'autre sens. Et si j'ai pi comme déphasage, eh bien, pi ça veut dire qu'ils sont en opposition de phase, mais en gros ils sont quand même extrémum en même temps, ils sont nuls en même temps. Bah, du coup regardez, si on se met comme ça bien en face, voilà, eh bien cette fois-ci le champ électrique ne change plus de direction. Il est dans la direction ici, qui est la direction, on va dire, bisectrice entre Y et Z. Donc finalement, quand les deux composantes ont un déphasage quelconque, eh bien le champ électrique en un point change tout le temps de direction, et du coup le bout du champ électrique forme une ellipse. Mais si on prend le cas particulier où le déphasage c'est pi sur 2, je ne vais pas y arriver à me mettre parfaitement. Bon, enfin, je pense que vous avez compris ce que ça faisait. J'y arrive pas, bon, vous y arriverez peut-être avec une meilleure souris. Ah si, c'est pas mal. Eh bien, ça fait un cercle, on dirait une montre un peu. Enfin, une montre qui remonte le temps ici. Mais... Voilà, donc quand le déphasage c'est pi sur 2, eh bien, on a carrément une courbe qui est parcourue par le champ électrique qui est un cercle. Donc on va appeler ça une polarisation circulaire. C'est-à-dire que quand on se met face à l'onde qui nous arrive, eh bien, on a l'impression que le champ électrique trace un cercle. Donc on va dire que la polarisation de l'onde est circulaire. Si c'est quelconque, la polarisation est elliptique. Mais ce qui est intéressant, c'est que selon le signe du déphasage, là j'ai changé le signe, et bien, ça tourne, mais pas dans le même sens. Donc on va également caractériser la polarisation par un sens, on va dire, gauche ou droite. Donc là c'est une polarisation droite, alors que ici c'est une polarisation gauche, parce que ça va vers la gauche. Enfin quand ça monte comme ça. Hop. Voilà, donc il y a plusieurs types de polarisation. Dans le cas le plus général, où il n'y a pas qu'une seule composante du champ électrique, mais les deux qu'il faut prendre en compte,
Et bien selon le déphasage de ces deux composantes, eh bien, il y a soit une polarisation rectiligne, quand c'est pi, quand c'est 0, alors j'y arrive pas à 0, ou quand c'est moins pi, puisque moins pi c'est la même chose que pi, elliptique ou circulaire si on est à plus ou moins pi sur 2. Donc circulaire droite ici, circulaire gauche si on est pour l'autre signe. Voilà. Alors juste un truc, pour avoir une polarisation circulaire, il y a une autre condition, c'est que les deux composantes aient la même amplitude. Parce que sinon, bah, du coup, j'ai une ellipse. Une ellipse, mais dont les demi-axes, enfin les axes de l'ellipse, correspondent aux axes du repère. Bon, on va pas trop creuser tout ça. Simplement, voilà, ayez en tête le fait que, eh bien, l'onde électromagnétique, quand elle se propage, elle est forcément transverse. Donc, les deux champs sont forcément perpendiculaires à la direction de propagation. Mais par contre, la direction du champ à chaque instant, enfin différents instants, peut changer. Donc on peut avoir le champ qui tourne lorsque l'onde se propage, se déplace. Alors juste un dernier truc avec cette simulation, c'est que c'est pas l'onde qui tourne, donc ça fait pas ça. Si je reprends une bouteille, ça fait pas ça quand ça se propage. C'est pas comme une balle ou un missile qui tourne sur lui-même. Attention, hein. Ce qu'on voit tourner, c'est parce que l'onde a une forme spirale, et quand la spirale avance, en un point, il y a le champ électrique qui tourne. Mais si on regarde le champ en suivant un point, eh bien le champ, il reste constant si on se déplace à la même vitesse que ce point. Mais par contre, l'onde, quand elle avance, eh bien, si on est en un point fixe et qu'on se prend l'onde dessus, eh bien là, le champ qu'on subit tourne. Voilà, bon, j'ai pris un petit peu de temps, mais c'est vrai que c'est une notion qui n'est pas évidente, cette notion de polarisation, parce que notamment, parfois, il y a des animations, pas des simulations, des animations qui sont faites sur Internet, qui ne sont pas totalement justes. Alors, donc on va aller maintenant assez vite. Donc la polarisation, c'est la direction du champ électrique, et donc on a vu que du coup quand on regarde l'onde qui nous arrive dessus, eh bien la polarisation pouvait varier puisque la direction change. Donc si la direction ne change pas, on dit qu'on a une polarisation rectiligne, puisque le champ vibre mais toujours dans la même direction. Donc ça sera une polarisation rectiligne. Et dans les autres cas, donc la polarisation tourne. Donc on a soit une polarisation elliptique dans le cas le plus général, soit une polarisation circulaire dans le cas où eh bien, le déphasage entre chaque composante est égal à pi sur 2, plus ou moins pi sur 2, et que l'amplitude du champ sur chaque direction est la même. Alors, donc comment maintenant ces polarisations sont entre guillemets choisies? Donc on a vu que c'est possible d'avoir une polarisation rectiligne, elliptique, circulaire, mais qu'est-ce qui fait que eh bien, quand j'observe une onde, eh bien, elle a telle ou telle polarisation? Eh bien en fait, il y a deux choses qui ont un impact sur la polarisation. Il y a d'abord comment l'onde est émise, donc il y a la source qui va jouer, et puis il y a également les milieux traversés ou rencontrés. Moi j'aurais dû mettre rencontrés, parce que par exemple, il peut y avoir réflexion ou diffusion. Alors, par exemple, pour info, j'ai des vieux souvenirs, et je me souviens que Pasteur, avant d'être le grand découvreur du vaccin contre la rage, était un étudiant en chimie, qu'en fait il avait étudié des isomères. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, isomères, ce sont des molécules qui ont la même formule brute, mais qui dans l'espace ne sont pas pareilles. Du coup, en fait, il avait réussi à caractériser deux isomères différents, parce que ces deux isomères n'avaient pas la même influence sur la polarisation d'une onde. C'est-à-dire qu'il lançait une onde polarisée rectilignement avec une certaine direction sur une cuve remplie d'une substance,
Eh bien, lorsque c'était un isomère, eh bien, la polarisation rectiligne tournait dans un sens en sortant. Donc en entrée par exemple était comme ça, en sortie était comme ça. Alors qu'avec l'autre isomère, ça tournait dans l'autre sens. Et donc ça permettait comme ça de caractériser si on avait tel ou tel isomère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir rotatoire des molécules. Donc voilà, c'est un exemple d'influence du milieu sur la polarisation d'une onde. Alors, par rapport aux sources, eh bien, par exemple, pour obtenir une polarisation rectiligne grâce à des sources, eh bien, il suffit d'utiliser une antenne qui est rectiligne. Donc, par exemple, si je prends un fil, donc on fait osciller le courant dans le fil, et bien, du coup, hop, on se place loin du fil, on appelle ça à nouveau Z, direction de propagation, et bien, il se trouve qu'à ce moment-là, le champ électrique est dans la même direction que le fil, et reste dans cette direction. Donc on a le champ électrique qui va être comme ceci, et etc., etc. Donc on a l'onde par rapport à la simulation qui va être comme ça. Donc la direction va rester la direction du fil, donc on a une polarisation rectiligne. Donc on a le champ magnétique qui lui va être comme ça. Donc si l'onde ne se propage que dans le vide, eh bien on garde cette polarisation rectiligne. Du coup, si on utilise une antenne non pas verticale mais horizontale, logiquement, on va avoir une onde dont la polarisation va être toujours rectiligne, mais horizontale cette fois-ci. Donc le champ électrique sera horizontal. Voilà, et par contre le champ magnétique, là, lui, il sera comme ça. Voilà, donc comment avoir une polarisation rectiligne? Alors il se trouve que les lasers sont une source également qui est fortement polarisée. Donc, si vous avez, alors les lasers gazeux, donc les gros lasers, les lasers, enfin, les diodes laser sont un petit peu moins polarisés, quand même un petit peu, mais un petit peu moins. Alors ensuite, comment faire pour avoir les autres polarisations qui sont vraiment bizarres? Eh bien, peut-être que vous avez déjà l'idée. On a dit que les autres polarisations elliptiques circulaires, c'est lorsqu'il y a les deux composantes, donc perpendiculaires à la direction de propagation en même temps, mais avec un déphasage. Bah, du coup, puisque une antenne fait une composante et l'autre antenne fait l'autre composante, eh bien, supposons qu'on ait deux antennes en même temps. Ou après, on pourrait imaginer une antenne avec une forme un peu bizarre. Mais nous, pour simplifier, on va supposer qu'on a une antenne comme ça et une autre antenne comme ça, qui ont la même fréquence. Donc, hop. Même fréquence, mais pas forcément la même phase à l'origine. Du coup, si j'appelle cette antenne-là l'antenne 1 et cette antenne-là l'antenne 2, eh bien l'antenne 1 va faire un champ électrique qui va être comme ceci, alors que l'antenne 2 va faire un champ électrique qui va être comme ceci. Du coup, le champ électrique résultant, eh bien ça va être le champ électrique, oula, qui va être la somme des deux. Et bien du coup, selon le déphasage entre E2 et E1, eh bien on aura soit une polarisation rectiligne, mais ce coup-ci en bisectrice, soit on aura une polarisation elliptique ou, dans un cas très particulier, circulaire. Alors, on peut se demander pourquoi, à quoi ça peut servir. Bah là, on ne va pas creuser trop loin, mais par exemple, ça peut être intéressant de sonder de la matière avec des ondes circulaires, polarisées circulairement. Donc, je vais pas creuser plus loin. Voilà, donc là, on a soit rectiligne. Si on a delta phi qui est égal à 0 pi, on a soit elliptique, delta phi quelconque, ou on a soit circulaire, c'est-à-dire delta phi qui vaut plus ou moins pi sur 2, et E0, on va dire 1 égale E02. Voilà. Donc là, bon, j'ai juste repris du coup une copie d'écran pour
de polarisation elliptique. Alors, pour finir, il y a encore une possibilité. Donc, polarisation rectiligne, polarisation elliptique ou circulaire. Mais il y a la lumière dite naturelle qui vient au galop. Puisque, bon, bref. Qu'est-ce que c'est que la lumière que j'appelle naturelle? En fait, c'est de la lumière qui va être créée par émission thermique. C'est-à-dire que tout corps qui a une certaine température émet des ondes électromagnétiques. Donc vous avez dû voir ça durant vos années de lycée. Donc en fait, tout corps se comporte plus ou moins exactement comme un corps noir. Et donc, selon la température, eh bien, le corps va émettre des ondes de différentes fréquences avec un spectre. Je ne vais pas revenir là-dedans, mais en tout cas, voilà. Tout corps chaud émet. Alors, quand je dis chaud, c'est à une température plus haute que 0 Kelvin. Donc, en fait, tout corps émet des ondes électromagnétiques. Et donc, la différence avec des antennes, c'est que, du coup, le corps qui va émettre des ondes électromagnétiques, ça va être les différents électrons dans les différents atomes qui vont s'exciter à cause des chocs, à cause donc ils ont une certaine énergie thermique et donc ils vont s'exciter, se désexciter, etc. Et donc tout ça c'est complètement aléatoire, c'est à n'importe quel moment, c'est dans n'importe quelle direction, etc. Donc en fait l'onde qui va être émise va être un petit peu entre guillemets n'importe quoi. Du coup si on s'intéresse uniquement à la direction, ce qui est notre cas ici pour la polarisation, en fait l'onde va avoir une direction qui va varier totalement aléatoirement. Donc si vous prenez un capteur à un endroit qui serait capable de mesurer la polarisation, en fait, à différents instants, eh bien, la polarisation change tout le temps, mais de manière totalement aléatoire. C'est-à-dire que tout à l'heure, pour la polarisation elliptique, la polarisation change, mais elle change avec un pattern, enfin, avec une évolution qui est bien définie. Alors que pour la lumière naturelle, eh bien, pas du tout. La polarisation va être comme ça à un instant donné, l'instant d'après comme ça, l'instant encore après comme ça, l'instant encore après comme ça, etc. Donc pour la lumière naturelle, eh bien, on va avoir une polarisation qui est en fait une non-polarisation, parce que la direction c'est n'importe quoi. Du coup, pour schématiser de la lumière naturelle non polarisée, eh bien, voilà comment on fait. Donc on va toujours appeler Z la direction de polarisation. Donc, si la source est suffisamment loin, on a malgré tout une onde plane, mais non polarisée. Donc la direction du champ, c'est n'importe quoi. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on trace un front d'onde et on met deux flèches comme ça. Donc en fait, c'est pour dire que ça peut être n'importe quelle direction. Donc c'est n'importe quelle direction là, c'est n'importe quelle direction là, c'est n'importe quelle direction là, etc. Voilà, donc ça veut dire que mathématiquement, eh bien, il n'y aura pas un déphasage stable entre les deux composantes. Il va y avoir un déphasage aléatoire, donc en fait, la direction change tout le temps. Donc voilà les trois types de polarisation qu'on peut rencontrer. Donc la polarisation rectiligne, l'onde à chaque champ qui a une direction qui est toujours la même. Une polarisation elliptique, donc il y a les deux composantes avec un certain déphasage qui fait que la polarisation va être elliptique et dans un cas très particulier circulaire, ou encore une polarisation nulle, enfin aucune polarisation, donc pour la lumière naturelle. Alors du coup, on a dit que la polarisation pouvait être contrôlée par la source, mais il existe également des objets, entre guillemets, qui sont capables de contrôler cette polarisation ou de la transformer. Donc ça, on pourrait faire des heures là-dessus. Donc je vais juste vous présenter très rapidement ce qu'on appelle des polariseurs. Donc des polariseurs, ou qu'on appelle aussi filtres polaroïdes, ce sont en fait des fils dans un matériau particulier qui en fait ne laissent passer qu'une seule direction du champ électrique. En fait, c'est formé avec des molécules très très longues qui sont conductrices et qui vont du coup stopper le champ électrique dans la direction des molécules et laisser passer le champ électrique dans la direction perpendiculaire. Donc, vu qu'un polariseur ne laisse passer qu'une seule direction, alors malheureusement j'en ai pas, mais bon, je ferai la manip dès que j'en aurai. Donc pour caractériser un polariseur, eh bien, on va faire une flèche qui va être du coup la direction que
que laisse passer le polariseur. Polariseur 1. Du coup, supposons que on ait une onde donc la direction de propagation, c'est toujours la même, hein, c'est toujours Z. Hop. Donc supposons qu'on ait une onde qui soit polarisée rectiligneusement, mais avec le champ électrique qui soit comme ceci. Donc l'onde se propage toujours selon Z, donc le champ électrique est perpendiculaire à la direction du polariseur. Et bien en sortie, vous aurez rien. Parce que le polariseur, il laisse passer la direction verticale. Du coup, si l'onde est polarisée rectiligneusement dans la direction perpendiculaire, du coup, il n'y a rien qui va passer. Au contraire, si on avait eu le champ électrique qui était dans la direction, donc toujours polarisation rectiligne et dans la direction du polariseur, eh bien, on aurait en sortie un champ électrique qui aurait une amplitude qui serait quasiment la même. Il laisse passer quasiment tout le champ électrique s'il est dans la direction du polariseur. Du coup, si vous mettez un deuxième polariseur derrière, ce qu'on appelle croisé, c'est-à-dire un polariseur dont la direction est perpendiculaire à la direction du premier polariseur. Et bien du coup, pour l'onde rouge, vu qu'il n'y avait rien qui arrive, il n'y a rien qui passe, hein, puisqu'il n'y a rien. Et pour l'onde orange, et bien même chose, il n'y aura rien qui passera, parce que autant le champ avait la bonne direction pour le premier polariseur, mais autant il n'a pas la bonne direction pour le deuxième. Donc il n'y a plus rien en sortie. Maintenant, faisons la même expérience, mais au lieu d'avoir une lumière polarisée rectiligneusement au départ, à une lumière naturelle. Donc, hop. Donc la direction de propagation, c'est toujours Z. Voilà, et donc on a un champ électrique qui n'a pas de direction bien définie, donc je le trace comme ça. Et bien, quand la lumière naturelle va arriver dans le premier polaroid, eh bien, il n'y a que la direction verticale qui va pouvoir passer. Donc, le champ électrique sera polarisé rectiligneusement, puisqu'il n'y a que cette direction qui peut passer. Et du coup, statistiquement, vu que toutes les directions sont possibles, eh bien, on se doute bien qu'il va y avoir 50% de l'énergie qui va passer. Puisque statistiquement, eh bien, il va y avoir 50% des champs qui sont horizontaux et 50% verticaux, si je décompose chaque champ en sa composante horizontale et verticale. Donc il y a 50% qui passent, mais par contre, donc là, ici, vous allez avoir une onde polarisée rectiligneusement. Donc en fait, grâce à un polariseur, eh bien, vous pouvez créer des ondes polarisées rectiligneusement, même si vous n'avez pas une source qui est rectiligne. Donc c'est très pratique. Et par contre, ici, eh bien, vous n'avez rien qui va passer, parce que désormais, tout le champ électrique est vertical, il n'y a plus de champ électrique horizontal, donc il n'y a rien qui passe. Donc quand vous avez deux polariseurs croisés, eh bien en règle générale, il n'y a rien qui passe. Sauf si vous mettez entre les deux eh bien, une matière active qui va être capable de faire tourner le champ électrique. Eh bien, ça a été une découverte vraiment révolutionnaire pour les technologies. Eh bien, ça existe. Et ce qui est formidable, c'est que c'est même un matériau dont on est capable de commander le comportement vis-à-vis du pouvoir rotatoire grâce à une tension électrique. Et bien, ce matériau, c'est ce qu'on appelle les cristaux liquides. Les cristaux liquides sont capables de faire tourner la direction du champ électrique, et du coup, eh bien, selon la tension qu'on met, eh bien, en fait, on est capable de commander ce qui va sortir. Si on met aucune tension, eh bien, il n'y a rien qui sortira, et puis si on met une tension et que ça fait tourner le champ, eh bien, on aura quelque chose qui sortira. Alors bon, on se demande bien à quoi ça sert. Eh bien, c'est super important, puisque vous êtes en train de regarder la vidéo sur votre ordi. Eh bien, c'est grâce à ça
que fonctionne votre ordi avec un écran qui est très fin. Donc c'est notamment donc une des applications, c'est pour les écrans LCD. Donc votre ordi, votre téléphone. Donc n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo qui est très simple mais qui explique très bien le fonctionnement des LCD. Voilà, juste pour info, il y a aussi les lunettes de soleil qui utilisent les bonnes lunettes de soleil qui utilisent des filtres Polaroid, parce que du coup, autant la lumière directe des objets qui diffusent la lumière ou qui créent la lumière est non polarisée, autant lorsque la lumière est réfléchie par quelque chose, par exemple la mer, eh bien la lumière va être partiellement polarisée. Et du coup, c'est une réflexion qui est parasite. Et pour éliminer cette réflexion parasite, eh bien, on peut utiliser des filtres polarisants parce que du coup la lumière qui réfléchit est en partie polarisée. Donc on peut l'éliminer comme ça. Bon, je m'arrête là. Allez, pour finir, donc on va aller plus vite parce que du coup c'est que des petits calculs. On va s'intéresser aux aspects énergétiques. Donc là il n'y a plus de vision 3D, des choses comme ça, là c'est beaucoup plus simple. Donc on a vu que de manière générale, quand on s'intéresse aux aspects énergétiques du champ électromagnétique, eh bien, il y a le vecteur de Poynting qui nous permet de quantifier la puissance qui va traverser une surface, réelle ou virtuelle. Il y a la densité d'énergie électromagnétique qui nous permet de savoir dans un volume quelle est la quantité d'énergie sous forme de champ électromagnétique. Et puis il y a la puissance donnée à la matière. Mais ici, vu qu'on est dans le vide, eh bien, l'onde électromagnétique ne peut pas donner d'énergie à de la matière. Par exemple, ça ne peut pas chauffer, ça ne peut pas permettre à un courant de démarrer, etc. Donc ici, on va s'intéresser que au vecteur de Poynting et à la densité d'énergie électromagnétique. Donc pour se simplifier la vie, on va considérer donc évidemment une onde plane monochromatique, mais en plus polarisée rectiligneusement, parce qu'on sait que de toute façon, toute onde est au pire une combinaison de deux polarisations rectilignes. Déphasées certes, mais voilà. Donc si on écrit les champs avec les grandeurs complexes associées, ensuite en notation réelle, voilà ce que ça donne. Donc je prends toujours une propagation selon Z. Donc pour le champ électrique, ça va faire E0 exponentielle I oméga t moins kz EX. Et pour le champ magnétique, ça va faire E0 sur C exponentielle I oméga t moins kz EY. Du coup, si je repasse aux grandeurs réelles, ça va être E0 cos oméga t moins kz dans la direction de EX, et B est égal à, alors j'allais dire B0, mais B0 je sais que c'est E0 sur C grâce à Maxwell Faraday, cosinus oméga t moins kz EY. Alors pourquoi exceptionnellement je reviens aux grandeurs réelles? Eh bien c'est parce que, on l'avait déjà dit mais je le répète, dans le vecteur de Poynting, eh bien, il y a le produit entre E et B, produit vectoriel. Et quand il y a un produit entre deux grandeurs complexes associées, eh bien, en fait, le résultat n'est plus correct. Pourquoi? Parce que, en fait, donc, les grandeurs complexes associées, ce n'est qu'un intermédiaire de calcul. Ce qui est réel, c'est le cosinus. Du coup, on utilise le fait que la partie réelle d'une grandeur complexe associée, c'est notre signal. Mais quand je fais le produit de deux grandeurs complexes associées, bien à ce moment-là, la partie réelle du produit, ce n'est pas la même chose que le produit des parties réelles. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser comme ça, de manière brute, les grandeurs complexes associées. Il faut d'abord repasser aux grandeurs réelles. Allez, donc ça, c'est le vecteur de Poynting de manière générale. Donc maintenant, je vais l'exprimer en utilisant ces expressions. Allez, je vais vite, hein, ça fait E0 carré sur C mu 0 cos carré oméga t moins kz dans la direction EZ. Tout ça, c'est positif. Donc ça veut dire que pi à chaque instant et en chaque point, il est selon plus EZ. Alors ça, c'est physiquement cohérent parce que pi, ça représente la propagation de l'énergie. Enfin, qualitativement, le vecteur pi
nous donne la direction et le sens de la propagation de l'énergie électromagnétique. Du coup, vu qu'on a une onde qui se propage selon z, eh bien c'est logique qu'à chaque instant et en chaque point, eh bien l'énergie se propage selon z. Donc c'est comme la direction et le sens de la propale de l'onde. Donc c'est cohérent. Voilà, et donc on voit que ici, le vecteur de Poynting, dont la norme c'est la puissance surfacique, c'est en watts par mètre carré, et bien finalement ça ne dépend que dans le vide de l'amplitude du champ électrique, puisque ça c'est des constantes fondamentales. Donc finalement, ce qui donne ce qui permet de caractériser la puissance transportée par une onde, eh bien c'est l'amplitude du champ électrique. Alors on pourrait aussi dire l'amplitude du champ magnétique, puisque les deux sont liés, mais en général on préfère utiliser le champ électrique. Alors j'ai oublié, oui pardon, on va aussi exprimer le vecteur de Poynting moyen. Donc on va faire la moyenne temporelle. Du coup je vais pas laisser la place. Donc le vecteur de Poynting moyen, donc il faut faire la moyenne temporelle de ça. Finalement il n'y a que le cos carré qui dépend du temps. Et on sait que la moyenne d'un cos carré, eh bien c'est 1,5. Donc finalement le vecteur de Poynting moyen c'est E0 carré sur 2 mu0c dans la direction EZ. Et donc ce qu'on voit c'est qu'en moyenne, le vecteur de Poynting est le même en tout point. Ça veut dire qu'à un instant donné, il peut y avoir moins d'énergie qui passe par un point que par un autre, c'est normal, puisque en un point, le champ électrique peut être nul, alors qu'à un autre point, il peut être maximal. Donc le premier point est lésé d'un point de vue énergétique par rapport au deuxième. Mais vu que l'onde se propage, bien, si vous faites la moyenne, là où le champ est nul à un instant, eh bien, le champ sera nul en un autre point à l'instant d'après. Donc en moyenne, eh bien, en tout point, l'énergie, donc la puissance surfacique, est la même en moyenne. Alors une petite remarque, c'est que, alors pas ici, mais dans certains problèmes un peu plus complexes, c'est un peu galère de repasser par les grandeurs réelles. On aimerait bien continuer à utiliser les grandeurs complexes associées. Et donc il y a une astuce, donc on ne peut pas éviter le fait qu'il y a une non-linéarité. Donc on ne peut pas utiliser comme tel les grandeurs complexes associées. Mais en fait, on peut faire un calcul astucieux. En fait, on va pas le montrer, mais on va vérifier que si on veut continuer à utiliser les grandeurs complexes associées, eh bien, on peut obtenir le vecteur de Poynting moyen en faisant le calcul suivant. 1,5, même 1 sur 2 mu0, fois la partie réelle de E vectoriel, donc E bar, vectoriel, B bar, étoile. Donc l'étoile, ça veut dire conjugué, complexe conjugué. Ou, ça dépend si le plus simple c'est le champ électrique ou le champ magnétique. En fait, ça revient au même de faire ça. Donc là, c'est vraiment le plus pratique qui l'emporte. Alors vérifions que ça marche ici. Alors donc ça, je vous le donnerai si ça peut vous intéresser en devoir. Donc ça fait 1 sur 2 mu0 fois la partie réelle. Donc de E c'est donc E0 exponentielle I oméga t moins kz EX, vectoriel E0 sur C exponentielle, du coup conjugué, donc quand on est en forme trigo, il suffit de mettre un signe moins, oméga t moins kz EY. Tout ce qui est scalaire, je peux les mettre ensemble, donc ça va bien faire E0 carré sur C. Les deux exponentielles, je les mets ensemble, et vu que l'argument c'est l'opposé, ça fait exponentielle 0. C'est-à-dire ça fait 1. Ensuite, je fais le produit vectoriel entre EX et EY, ça fait EZ. Donc finalement, toute ma parenthèse est réelle, donc la partie réelle d'un réel, c'est le réel lui-même, et donc on arrive à E0 carré sur 2 mu0c fois EZ. Et donc c'est bien ce qu'on avait trouvé auparavant en utilisant les grandeurs réelles et ensuite en faisant la moyenne. Voilà, donc ça peut être très pratique, encore une fois, dans des cas un peu compliqués. Allez, et pour finir, densité d'énergie.
Donc quand il existe un champ électromagnétique en volume de l'espace, eh bien, on peut on peut trouver l'énergie qui correspond à l'existence de ce champ électromagnétique à partir des densités d'énergie en chaque point. Donc la densité d'énergie électromagnétique peut se séparer en une densité électrique et une densité magnétique. La densité d'énergie électrique, c'est 1/2 de epsilon 0 fois, c'est au carré, donc il n'y a pas besoin de mettre la flèche, le champ électrique au carré au point M considéré à l'instant considéré, et la densité d'énergie magnétique, c'est 1 sur 2 μ0 fois le champ magnétique au carré. Voilà, donc j'ai les expressions, donc à nouveau, ici opération non linéaire, donc il faut utiliser les complexes. Donc la densité d'énergie électromagnétique, ça va être égal à 1 sur 2 epsilon 0 fois E carré, c'est-à-dire E0 carré cos carré oméga t moins kz, plus 1 sur 2 μ0 fois B, donc B c'est E0 carré sur C carré, cos carré oméga t moins kz. Voilà, donc les deux termes sont en cos carré, je peux mettre en facteur, mais avant je peux remarquer un truc, que vu que C carré c'est 1 sur μ0 epsilon 0, et bien j'en déduis que 1 sur μ0 c carré, donc en faisant passer c carré de l'autre côté, c'est égal à epsilon 0. Donc en fait ça, je peux le remplacer par epsilon 0 au numérateur. Et du coup, qu'est-ce que je remarque? Eh bien je remarque que ces deux termes sont les mêmes. Dans le vide, eh bien l'énergie électromagnétique se répartit de manière équitable entre l'énergie électrique et l'énergie magnétique. C'est-à-dire qu'il faut faire attention avec l'idée qu'on pouvait se faire quand on regardait les simulations, on avait le champ magnétique qui était plus petit que le champ électrique. Mais attention, le champ magnétique n'est pas de même dimension que le champ électrique, donc la taille finalement ne veut rien dire. Quand on veut comparer deux champs de dimensions différentes, il faut d'abord les transformer dans une grandeur qui est commune aux deux champs. Donc par exemple ici, la densité d'énergie. Et donc on voit que la densité d'énergie est la même en chaque point à chaque instant. Voilà, donc on peut simplifier. Donc l'énergie électromagnétique est égale donc à ça plus ça. Donc ça fait epsilon 0 E0 carré cos carré. Voilà. Et donc on peut là aussi faire la moyenne. Temporelle, eh bien ça va être égal à 1/2 de epsilon 0 E0 carré. Alors, ça me paraît presque bizarre que ce soit aussi simple, mais non, je pense pas avoir fait d'erreur. Voilà, donc ici pour l'énergie, donc ce qui comptait c'était surtout voir ça. Voilà, donc on a fait le tour pour les ondes dans le vide. Donc on a d'abord vu comment elles faisaient pour se propager, donc parce qu'il y avait une équation de propagation. On a vu du coup quelles étaient les solutions possibles en se plaçant dans le cas des ondes planes et en plus monochromatiques. Et puis on a vu du coup que les équations de Maxwell imposaient une certaine structure aux ondes. Et puis on a fini donc en étudiant les aspects énergétiques de ces ondes. Donc on a fait le tour. Du coup maintenant il nous reste à voir ce qui se passe donc lorsque les ondes se propagent dans un milieu autre que le vide, et puis également voir ce qui se passe lorsqu'il y a plusieurs ondes qui se superposent. Donc ça se fait penser aux interférences en optique.